Maison, école, école, maison. Maison, maison, mariage. Maison, 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 maison. On réalise qu'un beau jour, on devra se marier avec l'un d'entre eux. Parce que dire la fête, c'est une faute grammaticale. C'est la fête de l'homme, ça on est d'accord. Mais c'est les fêtes de la femme. Ça va être magnifique, tu vas voir. Tu vas même pas te reconnaître. Chérie, tu m'aimes? Quoi? Je suis pas mis ça dans le contrat, moi. Salam alaikum, c'est Abdallah. Avec nous, on a une équipe qui s'appelle Médian TV. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici pour vous poser quelques questions. De quoi vous accuse aujourd'hui l'Italie? De terrorisme international pour renverser l'ordre démocratique mondial. C'est dû à votre arrestation parce que vous aviez passé des sans-papiers. Pourquoi avez-vous fait ça? Ah non, il y avait quelques Palestiniens qui veulent se jeter dans la mer pour gagner l'Italie. C'est juste à Bari, c'est-à-dire dans le port presque, pour demander asile politique. Alors j'ai dit, vous allez être noyés dans la mer, ne vous jetez pas dans la mer, allez monter dans la voiture, et même s'ils vous attrapent, vous allez demander l'asile politique, comme en Belgique, comme partout. Alors, et de toute façon, ça c'est pas très important. Le plus important que dans la prison même, ils ont mis un microphone, ils ont mis une caméra, et ils ont enregistré la parole de Abdelraouf et la mienne. Et comme ils n'ont rien trouvé dedans, on était en train de regarder un match de foot. Alors moi je lui dis, frappez, frappez, goal, goal. Alors tout de suite ils ont pris cette phrase pour monter je ne sais pas quoi. Ils ont dit, voilà, frappez, frappez l'aéroport de Charles de Gaulle. Ça veut dire comme ça, c'est tout, voilà. Et donc on est accusé de terrorisme international, soi-disant à cause de cette phrase. Mais tout est monté de toute façon. La Belgique a envoyé un dossier à eux, toute notre activité en Belgique, et puis ça veut dire on n'a rien fait du mal en Belgique, on n'est pas recherché, etc. Et Paris, ils ont envoyé un juge, et un procureur et des gens de sécurité français, pas pour vérifier si on va faire un attentat contre Paris ou pas, mais pour uniquement vérifier si Abdelraouf, en tant que témoin, moi personnellement, si Abdelraouf, il a fait un site qui s'appelle Ribat ou Mourabitoun ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne suis pas au courant. Ni plus ni moins. Et alors j'ai dit, et pour la grande affaire, ils ont rigolé, ils ont dit, nous savons la justice italienne, elle a quelque chose
affaire et ils ont fait ça de leur tête et nous ne sommes pas ici pour cette affaire, ça ne nous regarde pas. Je dis depuis 40 ans, la France ne m'a jamais interpellé pour un terrorisme, ni la Belgique, ils ne nous accusent pas de ces choses. Comme ils ne peuvent plus attaquer les juifs, alors maintenant ils attaquent les musulmans à la place, ni plus ni moins. Nous sommes 8 ensemble dans une section spéciale à haute surveillance, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien qui peut faire quelque chose ici en Italie. C'est la mafia, c'est le Camorra. Hein. Bien maintenant, je suis sous écoute, ils m'écoutent, mais c'est la mafia et le Camorra qui gouvernent, ni autre chose. Je sais que c'est dur où tu es, mais il faut quand même, Inch'Allah, patienter. C'est un long combat. Il n'y a rien à faire, c'est facile pour eux. Je te dis, il y a des gens qui n'ont rien fait. Ils dormaient dans la mosquée, ça y est, ils l'ont condamné pour 4 ans et 5 ans en tant que terroriste. Qu'on se défend ou qu'on ne se défend pas, il n'y a rien à faire. Déjà, le jugement est fait et ils donnent leur sentence, même sans défendre ou que tu défends, que tu amènes le meilleur avocat du monde, et ils ne t'écoutent pas, ils disent, ça y est, tu es condamné, puis c'est fini. Hein. Alors je dis, ne croyez pas de mass média, et tout ce que vous entendez contre l'islam, c'est des blabla et des mensonges sur le compte des musulmans. Or, ici, en Italie, on insulte notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit c'est un bidophile, on insulte le Coran, on insulte la religion musulmane à la télé, clair. Patientez-vous et dites assalamu alaikum à tous vos frères et aimez-vous un l'autre et aidez-vous entre vous et laissez ces gens parler et dire ce qu'ils veulent. Allah est grand. Allah il sauve tout le monde. Bon, je vous remercie d'être venu aujourd'hui donc pour cette conférence de presse que la famille du cheikh Bassam Ayachi, sa fille qui est à ma gauche et son fils qui est à ma droite ont désiré donner. Pourquoi ? Pour une série de raisons, au premier chef desquels il faut compter une des plus vastes opérations de manipulation médiatique et gouvernementale qui, à notre avis, ait jamais vu le jour en nos contrées, et qui est le chef d'une part du gouvernement Berlusconi et d'autre part des procureurs du parquet de Bari, donc dans le sud de l'Italie. Les journalistes ici présents se souviendront sans doute qu'en mai 2009 a éclaté, c'est le cas de le dire, une affaire lancée par l'agence de presse italienne ANSA, affaire qui parlait d'un 11 septembre français dans la mesure où le cheikh Bassam Ayachi et M. Raphaël Gendron étaient directement accusés lors d'une conférence de presse donnée par le ministre de la Justice de la République italienne ainsi que par les procureurs du parquet de Bari d'avoir organisé rien d'autre qu'un attentat sur l'aéroport Charles de Gaulle, donc à Roissy, à Paris. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a désiré rencontrer la presse, parce qu'il s'agit d'une vaste opération de manipulation, comme on peut facilement vous le démontrer. Alors jusqu'ici, nos clients ont décidé de garder le silence parce qu'ils sont très respectueux des lois et des institutions, et que des instructions étant en cours, ils ont décidé donc de conserver une certaine discrétion. Néanmoins, depuis avant-hier, une nouvelle manipulation a été ordonnée directement par le parquet de Bari, cette fois-ci sur des pseudo-filières djihadistes dont, une fois de plus, le cheikh Bassam Ayachi serait soi-disant l'instigateur, si bien que nous avons décidé de sortir de notre réserve et donc de vous livrer non seulement notre vérité, mais également la vérité. On peut vous le prouver assez facilement. Pour revenir donc sur les événements de mai 2009, donc qui sont ce pseudo-attentat contre l'aéroport Charles de Gaulle, on ne parle pas d'une petite affaire ici. Hein. Imaginez si cette affaire devait être vraie, vous auriez donc tout un aéroport qui serait anéanti, étant donné que selon les accusations des autorités italiennes, il s'agissait ni plus ni moins que de faire tomber un avion sur le dit aéroport. En mai 2009, les procureurs italiens vont vous dire « oui, attention, il y a donc un attentat qui est en train de se commettre à Roissy-Charles de Gaulle. Heureusement, nous avons attrapé les criminels et nous avons même pu saisir des explosifs et des armes sur eux. »
Alors nous sommes maintenant près d'une année plus tard, nous n'avons jamais vu ces explosifs ou ces armes, et Dieu sait si lors de leur conférence de presse, les enquêteurs italiens ont montré les photos de l'arrestation donc du cheikh Bassam Ayachi et de monsieur Raphaël Gendron. Ils sont arrêtés à l'époque dans un camping-car, où c'est vrai, il faut dire la vérité, ils sont arrêtés avec 5 personnes qui sont des immigrés clandestins. Et donc, ils sont arrêtés pour aide à l'immigration clandestine et ils sont incarcérés pour cela. Et c'est après qu'on va donc inventer cette histoire de terrorisme 6 mois après, en disant il y a des explosifs, mais on ne sait pas vous les montrer. Alors, évidemment, les Italiens se rendent compte que tous les services secrets concernés, mi-amusés, mi-scandalisés, réfutent leurs accusations, que les soi-disant preuves, donc les explosifs, on ne sait pas les brandir. Est-ce qu'on a des témoignages, des écoutes téléphoniques, des plans de l'aéroport qui auraient été saisis? Bien sûr que non. Quel avion aurait dû être utilisé? On n'en parle pas. Quand, avec qui? On ne vous en parle pas non plus. La vérité, c'est qu'on a pris le cheikh Bassam Ayachi, M. Gendron, ses avocats et tous les journalistes, notamment ceux qui sont présents ici aujourd'hui, pour des crétins. Parce qu'au moins du temps d'Henry Kissinger, quand on montait un dossier bidon, on le faisait plus ou moins correctement pour que ce soit crédible. Ici, il n'y a rigoureusement rien. Alors maintenant, évidemment, les Italiens sont un peu embêtés parce qu'on lance un scandale, on a des gens qui sont en prison et il faudra bien leur faire un procès à ces gens-là. Comme on n'a pas le moindre élément pour les attentats, c'est pas grave. Heureusement, l'actualité leur prête main forte. Comme vous le savez, il y a le procès qui est en train de se clôturer de la fameuse Malika El Haroud et des filières djihadistes. Eh bien, les Italiens se sont dit, voilà une bonne chose, nous allons dire que le cheikh Bassam Ayachi a fait la même chose. Alors, un petit problème. Quand le cheikh Bassam se fait arrêter avec ses 5 clandestins qui l'aident à l'immigration donc en Italie, on les libère le jour même, ces 5 clandestins. Alors, la presse s'interrogera peut-être sur la question de se demander si des personnes qui sont en compagnie du cheikh Bassam, qui est quelqu'un qui organise des filières soi-disant pour les attentats suicides en Afghanistan et pour le djihad, s'il est normal qu'on va libérer ces 5 combattants de Dieu, ces 5 djihadistes prétendus. Effectivement, enfin, vous l'aurez compris, la réponse évidemment est négative. Et si on arrive à ce genre de situation grotesque, c'est simplement parce qu'à l'époque des faits, on a vu, donc, il s'agissait bien d'immigration. Les clandestins, on les libère parce qu'ils sont considérés, entre guillemets, comme victimes. Hein, c'est en ce sens que la jurisprudence se détermine. Et quand 6 mois après, on invente les histoires, on est bien embêté parce qu'on a libéré ces soi-disant djihadistes. Et donc, on n'est plus crédible, tout comme on n'est plus crédible, évidemment, pour l'histoire des attentats où il n'y a aucune preuve, et surtout pas les explosifs qui, soi-disant, avaient été saisis. Alors, pourquoi est-ce que cette affaire est importante à nos yeux? La première, c'est parce qu'il y a 2 innocents qui sont persécutés par la justice italienne, parce qu'il y a un mensonge d'État qui les concerne, et qu'on est en train de monter un dossier contre eux. Alors, sans vouloir polémiquer, bien sûr, le cheikh Bassam porte une longue barbe, donc peut-être se dira-t-on que finalement, c'est pas trop grave si un innocent comme ça se fait un peu embêter, parce qu'après tout, il n'a qu'à avoir des idées un peu plus catholiques et un peu plus chrétiennes, et que s'il est musulman, finalement, il est quand même à moitié coupable, et que donc, on peut à la limite le condamner, le persécuter, et que c'est pas grave. Bon, c'est évidemment pas l'opinion de ses avocats, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi savoir qu'au-delà du cas du cheikh Bassam Ayachi, ça démontre qu'en Europe, en Italie, on est capable de faire croire à 11 septembre bis pour travailler l'opinion publique. Alors je remercie les journalistes qui sont présents ici aujourd'hui. Il y en a d'autres qui devaient l'être, qui ne sont pas là, ce qui montre l'état du journalisme en Belgique, parce qu'une affaire pareille devrait au minimum être dénoncée et violemment de surcroît.
Et donc, nous, on est ici pour dénoncer cette véritable mascarade. Il faut savoir que moi-même, qui voudrais être présent lors du procès en Italie du Cheikh Bassam, je ne peux pas être présent parce qu'on m'a bien fait comprendre que si je mettais les pieds sur le territoire italien, j'aurais droit à un séjour également dans une bonne geôle italienne, alors que vous pourrez vous en rendre compte, je ne suis pas non plus le djihadiste ou l'islamiste typique, en tout cas je crois ne pas l'être. Donc là aussi on se rend compte une fois de plus des méthodes de voyous qui sont utilisées par cet État. Et je terminerai donc en vous disant, chacun se fera son opinion. Vous avez reçu à l'époque les photos de l'arrestation du Cheikh Bassam Ayashi, où vous voyez les policiers italiens posant fièrement à côté du camping-car. Pas d'explosifs, et ils vous ont fait croire qu'il y avait des explosifs. Donc ils vous manipulent. Alors soit en tant que journaliste, vous vous laissez manipuler et vous relayez unilatéralement l'information qui est dispensée par les enquêteurs, soit vous arrêtez de vous laisser faire comme nous, on arrête de nous laisser faire et vous relayez l'information de façon objective, de sorte que les enquêteurs italiens soient mis devant leurs propres contradictions et finalement devant leur cynisme effroyable, parce que je le dis et je terminerai là-dessus, à l'époque, je pense avoir eu en une demi-heure une vingtaine de coups de téléphone de tous les journaux télévisés, de tous les quotidiens français. Ces gens croyaient vraiment qu'on allait faire péter leur aéroport. Tout ça pour faire passer leurs petits calculs électoraux en Italie. Alors si vous voulez participer à cette mascarade, c'est vous qui voyez, mais nous pas. Et c'est pour ça qu'on demande qu'un procès soit organisé en Belgique, sur toutes ces accusations qu'on a lancées dans la presse, et que vous soyez particulièrement vigilants à ce qui se passe en Italie, parce que quand en mai on dit qu'ils vont faire sauter l'aéroport, on ne parle pas de djihadistes, et quand aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de preuves pour les attentats, on parle de djihadistes, eh bien figurez-vous qu'on ne parle plus d'attentats à Paris. Donc c'est à géométrie variable, et voilà la justice de Berlusconi. Mais c'est vrai que quand on doit parler des méthodes de Berlusconi, généralement les journalistes écrivent non pas des papiers, mais des livres, par manque de place. Je vous remercie. Je suis rendu en Italie, c'était au mois de décembre, pour à la fois rencontrer Maître Corbucci, qui est l'avocat italien de Monsieur Ayashi, et pour le visiter, Monsieur Ayashi aussi à la prison où il était détenu à l'époque, puisqu'il a été transféré maintenant dans une autre prison, où il était détenu dans le sud de l'Italie. Alors, pour préparer ce voyage, on a demandé à Maître Corbucci de nous transférer certains documents pour savoir ce qu'il y avait dans ce dossier italien. Et donc, on a reçu alors l'acte d'accusation italien. Alors, cet acte d'accusation italien est... c'est difficile de ne pas avoir des mots qui soient offensants, mais il est ridicule, cet acte d'accusation. Ridicule pourquoi? Parce qu'on présente M. Bassam Ayashi comme étant le chef de la branche belge d'Al-Qaïda. Hein. Et puis alors après ça, on définit la branche belge d'Al-Qaïda avec une série de personnes qui sont en liberté ici, qui ne sont pas inculpées ou qui sont décédées. Et donc il y a une espèce d'incohérence par rapport à ce dossier, et il y a une espèce d'incompréhension, en tout cas pour nous qui connaissons tous les dossiers belges en matière de terrorisme. C'est comme si on avait fait une espèce de pot pourri, hein, une espèce de soupe avec tous les différents dossiers belges, qu'on les avait rassemblés et qu'on avait mis ça sur le dos de M. Bassam Ayashi. Alors, bon, il y a l'acte d'accusation qui est un peu étonnant, donc qui mentionne des gens dans différents dossiers. Et puis alors après, on a obtenu les indices sur lesquels se fondent les accusations, indices qui sont tout aussi extravagants, j'ai envie de dire. Le sentiment que j'ai eu, moi, c'est que des policiers italiens sont venus en Belgique, ont eu accès à une série de dossiers judiciaires jugés ou en cours d'instruction, et ont pris des petits éléments, chaque fois que le nom de M. Ayashi était mentionné, et en ont fait une espèce de tout cohérent
qu'ils ont présenté alors au juge italien, qui ne connaît pas du tout les dossiers belges, il ne sait pas du tout de quoi on parle, qui ne sait pas qu'il n'y a pas de dossier judiciaire jugé, par exemple, entre un monsieur Trabelsi ou un monsieur Abdesattar Darman ou un monsieur ou madame El Haroud, qui ne sait pas que le CIB a été poursuivi, j'imagine que Maître Courtois vous en a parlé, et que les personnes ont été, je dirais, pour la grande majorité des infractions qui leur étaient reprochées, acquittées, dans un très bel arrêt d'ailleurs de la Cour d'appel de Bruxelles qui finalement protège le droit à la liberté d'expression, parce que c'est ça qui vient en filigrane de ce dossier. Donc moi, quand j'ai vu qu'on faisait référence à différents dossiers belges dans ces commissions rogatoires italiennes, je me suis adressé au procureur fédéral belge en lui communiquant l'acte d'accusation italien et en lui disant qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que M. Hayashi est inculpé en Belgique? Parce que finalement, le juge naturel de M. Hayashi en tant que chef de la branche d'Al-Qaïda belge, ce serait évidemment la Belgique. Est-ce qu'il est inculpé? La réponse écrite est très claire. Il n'est pas inculpé en Belgique de quelque manière que ce soit en matière de terrorisme. Alors on sait que M. Bassam Hayashi est un personnage controversé, ça c'est évident. Hein, ça fait des années qu'il y a plusieurs instructions judiciaires ou informations judiciaires qui sont ouvertes contre lui. Mais suite à ces 10 ou 15 ans de poursuite perpétuelle, qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste une seule inculpation, et c'est ça que moi j'ai découvert finalement, une seule inculpation pour le fait d'avoir célébré des mariages religieux avant les mariages civils. Donc je pense que c'est la première fois dans l'histoire judiciaire belge que quelqu'un ne fait jamais l'objet de poursuite pour ça. Mais bref, il y a cette inculpation qui existe, et on s'en défendra devant le tribunal le jour où ce sera nécessaire. Mais dans tous les autres dossiers, qui sont des dossiers qui sont ouverts par exemple pour organisation criminelle ou bien pour organisation terroriste, on a chaque fois demandé s'il y avait une inculpation, si ça avait donné quelque chose, et la réponse a été chaque fois négative. Donc non, M. Bassam Hayashi n'est pas poursuivi en Belgique pour des faits de terrorisme. Et donc on se retrouve dans une situation où donc j'ai obtenu tous les documents du parquet fédéral ou des juges d'instruction relatifs à cette non-inculpation que j'ai transmis à Maître Corbucci, qui lui-même, ne connaît pas les dossiers belges. Donc l'avocat italien a très difficile à se défendre parce qu'il ne connaît pas ces dossiers où on prend des petits éléments et on essaie de faire une espèce de tout cohérent à charge de M. Bassam Hayashi. Donc lui, il va les utiliser, on l'imagine, quand on arrivera au procès. Et ça, c'est une autre question. Quand est-ce qu'on va arriver au procès, hein? On a eu un contact avec Maître Corbucci encore hier, et lui il s'étonne qu'il n'y a toujours pas d'audience qui soit fixée, que c'est pas normal, il faudrait qu'on aille au procès. Alors c'est vrai qu'alors on se dit, tiens, mais il y a un timing judiciaire entre la Belgique et l'Italie, et on pense que peut-être on attend que le procès en cours actuellement devant le tribunal correctionnel qui concerne Malika El Haroud et une filière vers l'Afghanistan soit terminé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut que M. Hayashi ait la possibilité d'aller au tribunal pour pouvoir démontrer son innocence. Parce que vraiment, pour moi, c'est un dossier qui est tout à fait vide au niveau de la preuve qu'il aurait participé aux activités d'un groupe terroriste. Ça me semble, en tout cas, dans l'état actuel de l'enquête, quelque chose qui n'est pas établi. Voilà quelques mots que je voulais dire. Sinon, je l'ai vu M. Hayashi dans sa prison, c'est assez difficile pour accéder à cette prison. Il va bien, il attend son procès, et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'avais pas rencontré avant. C'est quelqu'un qui est très agréable, qui a beaucoup d'humour, beaucoup de facilité à s'exprimer, qui a une culture qui est très vaste. Et donc, à titre de boutade, il m'a dit: je suis très content parce qu'on m'a opéré du cœur et on m'a enlevé mon cœur, on m'a mis un cœur italien, donc maintenant je ne serai plus un djihadiste. On voudrait juste que justice soit faite à notre père, qu'il soit libéré le plus rapidement possible, étant donné qu'il est innocent et en prison. Le problème avec mon père, sincèrement, c'est que, comme le disait juste avant, un peu plus tôt, Maître Courtois, c'est qu'il a la tête de l'emploi. Donc, un turban sur la tête, une très longue barbe, une djellaba, et puis surtout, un œil vif et critique sur la politique. Mon père, Hayashi Bassam, est un homme en fait qui dérange. Pourquoi est-ce qu'il dérange? Tout simplement
Parce que, contrairement à la majorité des imams en Europe ou autre part, dans d'autres pays, il n'est pas subsidié, lui, par les pays arabes. Donc, il est libre de s'exprimer comme il l'entend, notamment sur des sujets qui agacent, qui irritent certaines communautés. Je parle du problème notamment israélo-palestinien. Et il critique ouvertement, mon père, donc la politique interne et externe de l'État d'Israël et la politique interne et externe des États-Unis. Mon père s'est toujours affiché devant tout le monde, a toujours parlé aux médias, ouvertement, a toujours fait ses discours ouverts. Hein, le terroriste, c'est celui qui est caché, qui fait ses plans dans son coin et qui ne se montre pas. Et mon père, comme je vous l'ai dit, il a toujours dénoncé le terrorisme. Dans les conversations que j'ai avec lui, il a aussi un discours qui est tout à fait à milieu, entre guillemets, même d'une filière de personnes qui iraient au Waziristan. Il le dit, et on peut l'établir, quand des gens viennent vers lui, des gamins, et qui lui disent « Tiens, est-ce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'érudit en islam, qu'est-ce que vous pensez du fait d'aller combattre, que ce soit en Irak ou en Afghanistan ?» Il dit toujours la même chose, il dit « Non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas aller là-bas. » Donc il a un point de vue très très clair par rapport à cette question. C'est pas qu'il est ambigu en disant écoute, il faut dire non, c'est très très clair. Il ne faut pas y aller. Il l'a dit déjà avant, je dirais notre filière qu'on a maintenant ici à Bruxelles. Et il l'a déjà dit déjà bien avant aussi. Donc il a toujours eu un discours très clair par rapport à ça. Donc je sais pas très bien. On lui cherche des poux. Ça semble évident. J'espère que la justice va être rendue, qu'il va être acquitté et qu'il pourra bientôt revenir parmi nous. Le procureur n'a posé aucune question sur l'éventualité d'un attentat sur l'aéroport de Charles de Gaulle, mais s'intéressait uniquement au volet français de l'affaire El Arout. Donc on sait qu'il y a 2 personnes ou plus qui sont en détention pour l'instant en France pour avoir été au Waziristan, pour avoir organisé un voyage au Waziristan, mais c'est la seule chose qui l'intéressait, c'était ses rapports avec Madame El Arout, à un point tel qu'à un moment donné, l'avocat a demandé « Mais est-ce que vous ne voulez pas lui poser des questions sur l'attentat Charles de Gaulle ?» Non, 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 ça, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est considéré comme étant sérieux par la justice française. Donc on se retrouve avec cette difficulté de quelqu'un qui est jugé dans un pays, l'Italie, pour des faits qui se seraient passés en Belgique ou en France, et que les États eux-mêmes dans lesquels ces faits se seraient passés ne s'intéressent absolument pas, ne considèrent absolument pas qu'il aurait commis ces faits ou serait membre de cette organisation dans ces pays en question. Donc pour moi, c'est vraiment les dérives de la coopération pénale entre les différents États européens, parce que pourquoi est-ce qu'il doit être jugé en Italie? Sur base d'une enquête incomplète. C'est comme si on avait fait un cadavre exquis, on avait pris différents petits morceaux, et puis on avait présenté ça à un juge qui ne connaît absolument pas le contexte. Évidemment, ça a l'air impressionnant quand vous lisez l'acte d'accusation pour un juge qui ne connaît pas. Donc je comprends que le juge italien se dise, bon, préventivement, on va attendre de voir, on va aller au procès, on va voir ce qui se passe. Mais entre-temps, il est détenu, c'est quelqu'un qui est quand même assez âgé, et c'est clair que ça nuit à sa santé. Tout ça ressemble plutôt à une machination. Et il faudrait absolument que cet homme âgé de 65 ans retourne auprès de sa famille et vive librement, loin de toutes ces accusations mensongères. C'est un homme ouvert à tous et qui apprécie la démocratie européenne et occidentale dans le sens où elle permet à autrui de s'exprimer librement, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, dans les pays arabes. Donc, il ne cesse de faire l'éloge de la démocratie occidentale de ce point de vue-là. Le public, je tenais à lui dire qu'il est tout simplement manipulé par les journaux, par la télé, etc. Et qu'il est temps de se réveiller et de lire les bonnes sources, les vraies sources qui mèneront à la conclusion que mon père est innocent. Je suis très fière de mon papa qu'il a accepté la peine qui est de minimum de 4 ans là-bas parce qu'il n'a pas pris d'argent. Il avoue qu'il a fait une faute et que c'est vrai qu'une fois de plus, sa générosité lui a joué un tour. Et donc, voilà quoi. Moi, je dirais que n'importe qui aurait fait la même chose et moi le premier. Si je trouve des personnes en difficulté qui sont prêtes à... C'était presque un suicide. Imaginez-vous se jeter d'un bateau pour rejoindre à la nage la rive. Donc tout ça pour fuir leur pauvreté,
leur misère. Donc effectivement, n'importe qui, je pense, aurait réagi pareillement, et je suis très fier de mon père qui a fait ce geste humanitaire et de charité. Et mon père reconnaît qu'il a fait une erreur et dit « je veux bien être jugé pour ça », mais pas d'autre chose. Mon père, j'ai vécu avec lui, donc je le connais mieux que personne d'autre. Donc je ne sais pas si on parle du même père, enfin de la même personne qui était dans les journaux et dans les médias. Moi, je trouve pas que c'est la même personne, parce qu'apparemment, enfin, mon père, quand il était avec nous en famille, il me levait le matin, il me préparait mon déjeuner, il m'accompagnait à l'école, il était toujours là pour nous. Il m'a jamais incité à la haine envers les autres, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Il m'a toujours expliqué qu'on était tous les mêmes et tous égaux. Et je trouve... Elle a tellement bien parlé que j'ose plus rien dire là-dessus, mais vis-à-vis de mon papa, non, mon papa n'est pas un terroriste. Oui, c'est un homme bon. J'ai rien d'autre à dire. Jamais je n'ai entendu de la part de Cher Bassam un discours haineux. Jamais, jamais, jamais contre l'Occident. Jamais. Allah, il a créé l'humanité pour que nous vivions tous les uns avec les autres. Il n'a pas créé un peuple inférieur à un autre, une couleur supérieure à une autre. Non, nous sommes tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que le Cher Bassam dénonce. Lui, en fait, il dit que voilà, il y a tels États qui ont occupé un territoire, il y a tel État qui affame des peuples parce qu'ils prennent les marchés, ils font des lois qui les arrangent, ainsi de suite. Nous sommes tous des citoyens, les musulmans sont tous des citoyens, nous sommes tous égaux face aux chrétiens, aux juifs, et nous devons tous être main dans la main avec les juifs et les chrétiens pour être citoyens, c'est-à-dire pour que nous puissions vivre en paix dans le respect de chacun. Et c'est tout ce que nous, les musulmans, nous désirons.